Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire de l'Europe des communes. Petit rappel pour les nouveaux d'entre vous, l'Europe des communes, c'est le service de la Commission européenne en France qui est dédié spécifiquement aux collectivités locales. L'idée, c'est de partir un peu de vos compétences, de vos préoccupations pour parler un peu d'Europe et ce que l'Europe peut faire pour vous. Aujourd'hui, on va parler de rénovation énergétique des bâtiments, qui est évidemment un gros sujet et un gros enjeu pour beaucoup d'entre vous. On a un agenda assez chargé. On va regarder un petit peu dans un premier bloc, dans un premier temps, le contexte réglementaire européen, et notamment tel qu'il a été revu et en train d'être revu avec deux grands textes, la performance énergétique des bâtiments et la directive sur l'efficacité énergétique, en regardant quelles sont les implications à venir pour les collectivités locales françaises. On prendra quelques questions après cette discussion. On fera ça avec Julien Tamy de la Direction générale de l'énergie, qui est, si vous voulez, le ministère de l'énergie à la Commission européenne, et peut-être sa collègue Margot Pino, si elle arrivera à nous rejoindre. Sinon, ce sera que Julien pour toute cette partie. Deuxième bloc, ce sera en synthèse que peut faire l'Europe concrètement pour vous accompagner dans vos projets de rénovation énergétique des bâtiments sur votre périmètre. Et là, on regardera un petit peu la panoplie, on parlera d'assistance technique, on parlera d'instruments financiers et on parlera de subventions. Et on a le plaisir d'avoir Solène Jallet du côté de la Caisse des dépôts et consignations, Valérie Pouget de la NCT et Adrien Michel également de la DG Énergie. Je ne sais pas d'ailleurs si Adrien est arrivé, mais en tout cas, on espère qu'il sera avec nous. Adrien est bien là. Bonjour Adrien. Pour parler d'un peu tout ça. Et puis un deuxième bloc de questions, ça devrait nous amener aux alentours de 15h15, 15h30 si on n'a pas trop débordé. C'est un webinaire qui est enregistré, comme vous avez peut-être pu l'entendre. Il y aura un replay qui sera disponible, les slides seront disponibles. Si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire dans le chat au fur et à mesure. On essaie de les regrouper pour en prendre des blocs pendant la discussion. Et s'il y a des choses qu'on n'a pas eu le temps ou pas su traiter sur place, on revient vers vous à la fin aussi par écrit avec une réponse à chacune de ces questions qui seront aussi disponibles sur notre site internet. Voilà pour la logistique un petit peu de ce webinaire, et je laisse tout de suite la parole à Julien pour nous parler un peu du cadre réglementaire. À toi Julien. Merci Pierre, je vais donc partager mon écran. Vous allez me dire si vous voyez. Non, c'est pas celui-là que je dois partager. Attendez. Là c'était bon, hein? Ouais, mais c'était pas le. La bonne version. Oui, la version que vous m'avez envoyée. Attendez. Ah là, je vais partager mon écran entier, ça va être plus simple. Est-ce que vous voyez là? Oui. Très bien. Très bien, ok. Eh bien, écoutez, merci. Donc moi, je vois plus rien parce que j'ai mis mon écran en plein écran, pardon. Et donc, s'il y a quelque chose, vous m'interrompez s'il y a une question ou un problème technique, hein. Donc voilà, mais merci en tout cas à la représentation de Marseille d'organiser ce webinaire. Pour nous, c'est toujours aussi important quand les directives sont adoptées, d'échanger avec les acteurs. Évidemment, je vais le répéter plusieurs fois, mais une directive, que ce soit la directive pour la performance énergétique des bâtiments ou l'efficacité énergétique, ça s'impose d'abord aux États membres, hein, avant les collectivités locales. Donc tout ce qu'on va dire ici, c'est des choses qui vont devoir être transposées par la France. Et donc, il y a une flexibilité qui est laissée aux États membres. Voilà, ça c'est vraiment un point important qu'il faut rappeler. Donc on va commencer par la directive sur la performance énergétique des bâtiments. Et si ma collègue Margot arrive, on enchaînera sur la directive sur l'efficacité énergétique. Alors cette directive, elle vient d'être adoptée. Alors d'abord, un petit point sur
l'enjeu, hein, donc l'enjeu des bâtiments, c'est un secteur qui est un des plus grand consommateur d'énergie de l'Union, hein, à environ 42 de l'énergie finale et 1 tiers des émissions. Ce qui est important là dans les, dans les données que vous voyez sur l'écran, c'est plutôt à droite. C'est des statistiques qu'on utilise souvent ici pour dire que voilà 80 plus de 85 des logements ou des bâtiments existants ont été construits avant les années 2000, quand les normes étaient moins ambitieuses, on va dire, et 85 de ces bâtiments seront encore, utilisés en 2050. Donc en fait, ça nous donne, l'étendue de la tâche, hein. C'est-à-dire que le stock des bâtiments existants et n'est pas dans un état très performant et donc il va falloir agir sur ce stock-là. Donc, parce il y a la directive s'occupe de deux grands, catégories de bâtiments, les neufs et les existants. Donc mais même si on résout les bâtiments neufs, qu'on les fait vraiment très performants, il y a toujours le stock des existants. Juste un point aussi, dans quel contexte s'inscrit cette directive et enfin les 2 directives? Donc vous savez peut-être qu'il y a une cible, que l'Union européenne a pris, ce qu'on appelle le pacte climatique pour atteindre une neutralité carbone en 2050 avec un objectif intermédiaire à 2030 de réduire à 55 les émissions de toute l'économie, de l'Union européenne. Et donc ça s'est traduit par un paquet de textes réglementaires qu'on appelle le Fit for 55, hein, prêt pour 55 parce qu'il faut atteindre 55 d'émissions en moins d'ici 2030. Et vous voyez, sur le petit schéma en abeille, toutes les différentes, directives ou règlements qui ont été pris l'espace depuis 2019, hein, de toute la mandature qui s'achève là, prochainement. Donc c'était un travail assez colossal, hein, d'établir tous ces textes. Donc, la refonte de la directive EPBD, hein, la directive sur la performance énergétique de bâtiments, en anglais c'est EPBD, elle s'inscrit là-dedans. Donc ça, c'est juste un petit point sur le calendrier. Vous voyez tout en bas, la commission là, a fait une proposition pour réviser cette directive en 2021 et il a fallu jusque presque un peu moins de 3 ans, 2 ans et demi, hein, jusqu'au 8 mai 2024, pour qu'elle soit publiée au journal officiel. Vous avez la référence. Donc, la directive va entrer en vigueur dans quelques jours. Et ce que je disais en rouge tout en haut, c'est que les États ont 24 mois pour transposer une directive, hein. Donc ça s'appelle la transposition deadline en anglais, on appelle ça. Donc les États ont 2 ans pour prendre des textes, des mesures, des lois ou des mesures financières incitatives pour considérer cette directive transposée. Bon, ça, c'est au niveau du calendrier. Donc, petit rappel sur la directive en général, parce que ça, cette directive-là, c'est déjà au moins la troisième ou la quatrième mouture. Euh, c'est une directive qui a été à l'origine des DPE, hein, des diagnostics de performance énergétique. J'ai fait un peu de recherche, il semblerait que ce soit la directive de 2002 qui ait créé les DPE. Alors, et au fur et à mesure, ces DPE sont devenus de plus en plus. Au début, c'était informatif, et maintenant, vous savez que pour louer ou vendre un bien, il faut un DPE. Et il y a certaines obligations qui peuvent intervenir par rapport aux classes de DPE. Donc, le deuxième point, c'est ce que j'ai déjà dit. La directive, elle fixe des normes minimales, mais il y a une grande flexibilité aux États pour transposer et adapter ces règles. Un autre message qu'on voudrait faire passer aujourd'hui, c'est qu'en France, il y a déjà beaucoup d'éléments dans la législation actuelle française qui sont conformes, ou si ce n'est en avance sur la directive de 2018. Donc, petit retour en arrière, la directive qui vient la refonte d'aujourd'hui, que je présente aujourd'hui, c'est la refonte par rapport à une version de 2018, hein. Donc, il y a beaucoup d'éléments en France qui sont en avance sur la directive de 2018 et même proche de la directive 2024. Je cite ici quelques éléments, la RE 2020 que j'imagine certains d'entre vous connaissent, et le décret tertiaire.
pour ne citer que cela. Donc en gros, c'est encore pour rappeler le message qu'une directive, c'est en fait, c'est pour pousser tous les États membres vers la même, dans la même direction. Il y a des États qui sont plus en avance, des États qui sont un peu moins en avance. La France, en général, est plutôt en avance. Donc en fait, cette directive de 2024, elle aura des nouveautés même pour la France, mais bon, le retard est pas très important. Le dernier point, ce que j'insistais, les grandes catégories de bâtiments, chaque article, chaque provision, disposition de la directive, souvent, elle s'adresse des fois aux résidentiels ou aux non résidentiels. Donc ça, c'est une première grande catégorie, hein. Je veux dire, il y a des obligations pour le résidentiel, il y a des obligations pour le non résidentiel. Et ensuite, la deuxième grande catégorie, c'est pas les seuls, hein, mais c'est vraiment au niveau macro, c'est les bâtiments neufs et les bâtiments existants. Il y a des normes pour les bâtiments neufs, il y a des normes pour les bâtiments existants. Donc ça, c'est en général. Je vais pas m'attarder trop longtemps sur ça, mais peut-être juste savoir qu'il y a une stratégie pour une vague de rénovation on appelait nous la renovation wave, hein. C'était vraiment pour dire qu'il fallait augmenter le taux de rénovation par an et le taux de renouvellement et de travaux pour vraiment arriver à cette ambition. C'est toujours dans la même idée ce que je vous ai dit, que les bâtiments neufs, c'est bien, mais si on s'adresse qu'aux bâtiments neufs, c'est insuffisant pour atteindre les objectifs. Alors, maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail dans la nouvelle EPBD, il y a quatre grands axes, hein. Il y a un axe qui s'occupe de la rénovation, on va aller en détail. Il y a un axe qui s'occupe de la rénovation. Euh, Ensuite, en bas, il y a un axe qui s'occupe du cadre facilitateur. Donc ça, c'est toutes les incitations. Donc c'est ce que vous avez en jaune avec des diagnostics de performance énergétique, des guichets uniques, des passeports de rénovation, et un cadre financier. Ensuite, en vert, vous avez la décarbonisation. Donc ça, c'est plutôt voilà, comment on atteint une production de chaleur et que ce soit d'eau chaude ou d'air plus décarboné. C'est vraiment, il y a les deux aspects. C'est économiser de l'énergie, mais aussi décarboner l'énergie résiduelle dont on a besoin pour un bâtiment, la décarboner. Ensuite, il y a tout un volet en rose qui est plus sur digital, hem, moyens de communication, tout ce qui est outils intelligents, hein, de connexion, et aussi par rapport à la mobilité durable, ça veut dire infrastructure pour mobilité durable, ça veut dire concrètement des points de recharge. Donc maintenant, si on va un peu plus dans le détail, on va commencer par les normes, hein, de rénovation que vous voyez en haut, en haut à gauche. Et donc, comme je vous disais, la directive va imposer, enfin, va mettre en place une vision pour que les États aillent tous dans la même direction. Et elle a créé ce qu'on appelle des normes minimales de performance énergétique pour les bâtiments non résidentiels et pour les bâtiments résidentiels. Donc, si on commence par les bâtiments non résidentiels que vous voyez là, donc un bâtiment non résidentiel, typiquement, je vous ai des collectivités locales, c'est des bâtiments publics entre dans cette catégorie, hein, que ce soit les écoles, que ce soit, mais ici c'est tout le tertiaire, hein, tout le tertiaire, bureaux, euh, commerce, etc. Donc là, vous voyez le schéma. L'idée, c'est que on va définir euh, par rapport à une point de départ de 2020 les 16% des bâtiments les moins performants, hein. Donc les États devront dans les bâtiments non résidentiels déterminer les 16% les moins performants, et ces 16% devront être rénovés euh, avant 2030. Et ensuite, ce seuil va être augmenté à 26% en 2033. Donc, vous voyez, il y a un seuil à passer. Et effectivement, les bâtiments les moins performants, les 16%, la première question qu'on peut se poser, c'est à quel niveau on les rénove, hein. Est-ce qu'on les rénove déjà pour qu'ils soient dans le bleu, complètement à gauche, ou vous pouvez aussi imaginer que vous allez les rénover en deux temps. D'abord, ils vont tomber dans la catégorie des jaunes, et après, 3 ans plus tard, ils devront être rénovés pour augmenter le seuil. Ensuite, pour le futur, après 2033, les États membres, les États devront indiquer qu'est-ce qu'ils veulent faire pour la suite, pour atteindre. Toujours l'idée, c'est qu'en 2050, on arrive à quelque chose de décarboné. Donc ça, c'est la première norme qui va s'appliquer à partir de 2030 pour le non résidentiel.
Pour le résidentiel, ça vous concerne un peu moins en tant que collectivité locale, mais bon, en tant que citoyen, puis vos concitoyens seront quand même, vos administrés seront concernés. L'idée là maintenant, c'est plus que les normes s'appliquent aux bâtiments individuels, hein. Je reviens, pour le non résidentiel, ça s'applique vraiment aux bâtiments individuels. Pour le résidentiel, on parle d'une trajectoire et en moyenne, la consommation d'énergie primaire des bâtiments résidentiels devra être réduite de 16% d'ici 2030. Alors, les 16% à gauche et les 16% à droite, c'est un peu un hasard des négociations, ce n'est pas lié, hein, il y a pas de logique derrière, hein. Mais bon, voilà, d'ici 2030, les États devront prendre des trajectoires pour que les bâtiments résidentiels réduisent leur consommation d'énergie primaire de 16% et de 20 à 22% en 2035. Et au-delà, il faudra aussi faire des trajectoires. Important, le point tout en bas, des dérogations sont prévues pour certains types de bâtiments, hein, les bâtiments protégés, historiques, quand c'est trop compliqué, quand c'est trop, pardon, quand architecturalement c'est compliqué, les constructions provisoires, par exemple, peuvent être exemptées, les lieux de culte, voilà, il y a plusieurs ou les bâtiments utilisés de façon temporaire, moins d'une certaine période par an. Donc ça, ce sera aussi encore une fois aux États de mettre en place. C'est pas des dérogations automatiques, c'est aux États qui devront mettre en place ces dérogations. Alors maintenant, je continue un peu. Donc ça, c'était un premier bloc. Maintenant, une autre disposition de la directive, c'est le déploiement d'installations d'énergie solaire sur tous les bâtiments. Donc, tous nouveaux bâtiments devront être conçus pour optimiser leur potentiel de production d'énergie solaire. Et tous les bâtiments neufs devront être équipés d'installations solaires. Et vous voyez, il y a des obligations différentes en fonction de seuil, de surface et si c'est des publics ou non résidentiels. Voilà, mais au plus tard, à partir du 2029, tous les bâtiments résidentiels neufs et parcs de stationnement couverts neufs devront être équipés d'installations d'énergie solaire. Mais ça, c'est pour les bâtiments neufs, hein. Pour tout ce qui est existant, c'est progressif. Donc, pour les bâtiments publics, de manière progressive entre le 31 décembre 2027 et 2030, suivant un critère de surface. Donc là, il faut aller dans la directive, hein, j'ai pas... mais il y a des seuils, hein, plus le bâtiment est grand, plus il devra être équipé de façon anticipée, on va dire. Encore une fois, ça, je ne suis pas spécialiste des règles actuelles, RE 2020 ou des critères tertiaires ou autres, mais en discutant avec des collègues des ministères français, ils m'ont dit qu'il y avait déjà, peut-être on sera intéressé à discuter avec vous, déjà des normes pour les bâtiments publics en termes d'énergie solaire. Donc peut-être que tout ça, ce n'est pas si ambitieux que ça pour la France en tout cas. Voilà. Je vais un peu aller de l'avant. Voilà. Ensuite, il y a un nouveau concept dans la directive, c'est les bâtiments à émissions nulles, hein, en anglais, c'est ZEB, Zero Emission Buildings. Donc nous, on appelle ça les ZEB. Et donc, le concept, c'est que les bâtiments neufs doivent être des bâtiments à émissions nulles à partir de 2028 pour les bâtiments neufs appartenant à des organismes publics et à partir de 2030 pour tous les nouveaux bâtiments. Mais ça encore, je pense que dans la RE 2020, c'est quasiment le cas. Bien sûr que la définition des bâtiments à émissions nulles n'est peut-être pas la même partout et il faudra harmoniser ça. Mais la définition dans la directive, en tout cas, elle est là. C'est qu'aucune émission sur place qui provienne de combustibles fossiles, donc hein, pas de chaudière, comment dire, de chaudière indépendante au gaz ou autre. Donc voilà, il faut qu'il y ait aussi une très faible consommation énergétique du bâtiment avec une performance minimale NZEB. Donc ça, c'est des points un peu techniques, mais c'est ce qu'on appelle le Near Zero Energy Building, qui est une norme de maintenant. Mais ça, encore une fois, ça, c'est les États qui fixeront ça. Vous n'avez pas besoin en tant que collectivité locale, vous aurez des instructions plus en avant, plus précises d'ici les 2 ans où la directive va être transposée. Donc voilà, une très faible consommation énergétique. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'un bâtiment à émission nulle, c'est un bâtiment qui consomme très peu d'énergie. Et le peu d'énergie qu'il consomme, il doit être fourni par des énergies renouvelables produites sur site ou à proximité ou provenant d'une communauté d'énergie, par exemple, d'un réseau de chauffage ou de refroidissement efficace et décarboné, ou des énergies décarbonées. Voilà, donc ça c'est vraiment
la définition, et vous avez les articles dans la directive qui vous ramènent à ces notions. Alors, à partir de pour tout ça, quand on parle de faibles émissions, zéro émission, on parle d'émissions qui sont produites pour opérer le bâtiment pendant sa durée de vie, pas encore par rapport d'une approche cycle de vie, mais on demande qu'à partir de 2028, pour les grands bâtiments, les nouveaux bâtiments, ce calcul du cycle de vie enfin, comment dire, que ces émissions du cycle de vie soient calculées. Pas forcément, on met pas encore des obligations par rapport à ça. On dit pas que voilà, le bâtiment doit être de construit en matériaux biosourcés, etc. Mais on demande qu'à partir de 2028, ce calcul-là soit fait pour peut-être plus tard mettre des normes par rapport à ça et faire en sorte aussi que la construction ne soit pas trop émettrice. Pour l'instant, on se focalise sur l'opération du bâtiment. Ensuite, il y a une disposition qui propose la sortie progressive des combustibles fossiles dans les bâtiments. Il y a plusieurs dispositions. À partir de 2025, il y a la suppression des incitations financières publiques pour l'installation de chaudières autonomes utilisant des combustibles fossiles. La Commission est en train de préparer des, des, des- des communications pour les États membres voilà, pour dans le détail qu'est-ce qu'une incitation financière, qu'est-ce qu'une installation de chaudière autonome. Donc c'est un travail qui est en train d'être fait et on en saura plus dans quelques semaines, dans quelques mois. Il y a aussi une base légale pour les États membres pour définir des normes concernant les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire que les États membres pourront définir des normes maximales, donc pour vraiment sortir un peu des systèmes de chaleur à énergie fossile. Et les États devront mettre en place des plans nationaux de rénovation des bâtiments. Et dans ces plans, on leur demande de mettre en place des politiques, des mesures visant la sortie d'ici 2040 des chaudières autonomes utilisant des combustibles fossiles. Encore une fois, on ne leur demande pas d'interdire les chaudières en 2040, mais les chaudières à fossiles en 2040, mais de planifier des mesures pour atteindre ce but. Ensuite, bon, une diapositive un peu dense, mais je ne vais pas m'attacher beaucoup. Le premier point, c'est les plans nationaux de rénovation des bâtiments. C'est les États qui devront prendre ça. Donc la France devra soumettre un plan national de rénovation des bâtiments en décembre 2025. Le troisième petit point de ce premier point, c'est une consultation publique, y compris des collectivités locales. Donc vous allez être amené vous allez être consulté par le gouvernement sur ce plan national de rénovation de bâtiments. Et donc, on vous invite à vraiment suivre l'actualité pour être associé le plus largement possible à cette consultation qui, pour nous, est très, très importante parce qu'il faut vraiment l'engagement de tous les acteurs et l'information de tous les acteurs en toute transparence pour atteindre ces objectifs quand même ambitieux. Ensuite, il y a un article, l'article 14 qui est sur les points de recharge. Donc, je ne vais pas aller dans le détail, mais il y a il y a de nombreuses seuils à partir desquels il faudra avoir un certain nombre de bornes de recharge. Ça dépend du bâtiment, ça dépend de la surface du bâtiment, ça dépend du type de bâtiment pour les bâtiments non résidentiels, non résidentiels neufs, résidentiels neufs. L'idée, toujours, c'est comme le solaire, c'est d'abord on s'occupe des bâtiments neufs et après les existants, on laisse un peu plus de temps. C'est ce qui fait sens. Hein. C'est déjà plus simple de mettre des normes sur tout ce qui est neuf que sur l'existant, quoi. Il y aura aussi le dernier point de ce slide, de cette diapositive, c'est le nombre d'emplacements en vélo aussi. Il y a aussi des points là-dessus. Donc voilà, c'est assez complet. Alors, donc, toute la première partie de ma présentation, c'était vraiment sur le cadre réglementaire et les normes et un peu les obligations, mais on demande aussi aux États de mettre en place un cadre facilitateur. Adrien vous en parlera plus tard sur toutes les incitations et les programmes de subvention qu'il y a. Mais voilà, il y a quand même il y a une obligation claire pour les États membres d'apporter un soutien financier approprié, que ce soit aux particuliers, mais aussi aux collectivités locales, enfin tous les gestionnaires et les propriétaires de bâtiments, et aussi de stimuler les investissements privés parce que ben, tout l'argent public, enfin, les besoins sont tellement énormes que l'argent public ne peut pas couvrir tout. Donc, il faudra aussi mobiliser l'épargne des propriétaires, il faudra mobiliser les financements privés des banques, etc. Donc, on demande aux États vraiment d'aller dans cette direction avec une attention
particulière pour les ménages en situation de précarité énergétique et pour les rénovations en profondeur, hein. Parce que voilà, nous, enfin, aussi le principe de tout ça, c'est que les bâtiments qui sont, c'est pas juste aussi pour, enfin, c'est pas juste, c'est déjà important, mais c'est pas juste pour décarboner, mais les passoires thermiques, hein, les bâtiments peu performants, ils sont souvent habités par des gens, par des personnes qui sont peut-être des fois modestes ou qui n'ont pas les moyens de rénover, et donc ils sont doublement pénalisés parce que ils ont aussi des factures énergétiques importantes. Et donc voilà, ça c'est vraiment important de soutenir les ménages en précarité énergétique. Et il y a des dispositions. Je ne vais pas aussi aller trop dans le détail, mais Adrien reviendra aussi. Il y a le plan social pour le climat qui devra aussi intervenir pour accompagner ces ménages-là. Il faudra aussi mettre en place des mécanismes de protection des locataires, hein, parce que on peut remarquer que des fois, si un propriétaire rénove parce qu'il a des obligations de rénover, il pourrait avoir tendance à augmenter trop fortement les loyers. Et donc ça, c'est aussi des mesures qu'il faut, c'est aussi des effets qu'il faut savoir euh, nuancer, quoi. Voilà, donc il y aura des actes délégués qui seront pris pour encourager les établissements financiers à augmenter leur volume de prêts aussi. Les États membres doivent s'assurer que les diagnostics, les DPE, hein, soient abordables. Il y a aussi la notion d'un passeport de rénovation qui va être créé pour vraiment accompagner les propriétaires vers une rénovation par étapes. Et les États membres devront aussi mettre en place des guichets uniques dédiés à la performance énergétique du bâtiment. Je pense qu'en France, il y a déjà enfin, la couverture de guichets uniques est déjà assez assurée, mais en tout cas, sachez que la directive va mettre aussi des normes par rapport à ça. Voilà, donc là, on arrive vers la fin. Il y a aussi un point sur le DPE. Le DPE va être un peu harmonisé au niveau européen, hein, pas pour les seuils, mais au moins qu'il y ait les mêmes classes de A à G, parce qu'il y avait des pays où il y avait, par exemple, ça allait jusqu'à A, H, I, J. Et il y aura quelques critères de déclenchement un peu plus importants pour avoir un DPE. Maintenant, vous savez que le DPE, il est obligatoire si vous vendez ou louez une habitation ou un logement, mais dans la ligne directive, si on fait une rénovation en profondeur, il faudra un DPE. Le passeport de rénovation, comme je vous disais, c'est pour envisager la rénovation par étapes pour atteindre une rénovation profonde. Et aussi des bases de données, hein. Les données, c'est vraiment clé pour nous parce que ça nous permet aussi d'avoir l'état des lieux au niveau européen de ce qui se passe. Et donc, les États membres devront mettre en place des bases de données pour la performance énergétique des bâtiments, avec un accès direct et gratuit pour le public, et notamment les propriétaires et les locataires. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin. Ça, c'est vraiment les grands bénéfices de la directive, hein. Réduire la dépendance, créer des emplois, réduction des factures, réduction de la précarité énergétique, etc. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de s'étendre trop là-dessus. Voilà, ça, c'est la fin de la directive sur la performance des bâtiments. Je vais peut-être... Je vois que Margot est parmi nous. Est-ce que c'est bien le cas, Margot? Oui, je te vois. Est-ce que vous Alors, faites des questions sur bâtiment, ou d'abord Margot, et puis après on prend les questions on va ensemble? faire Margot et on prendra un premier tour de questions. D'accord. Margot, tu veux que je te passe les slides pour toi, comme on avait dit? Oui, merci beaucoup, Julien. S'il te plaît, si tu peux les passer pour moi, parce que comme ça évitera de réuploader Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Mhm. Oui, Ok. Ben, Margot, à toi alors. Et bon après-midi à tout le monde. Désolée pour un petit retard, mais voilà, j'ai réussi à être à l'heure, juste à l'heure, pour présenter ma partie. Je m'appelle Margot Pinault, je travaille à l'unité B2, l'efficacité énergétique, et je suis la chef d'équipe de développement politique pour la directive d'efficacité énergétique. Et donc, je vais présenter cette directive, mais vraiment avec le point focal sur le secteur public et la rénovation des bâtiments publics. Je ne vais pas m'arrêter longtemps sur le cadre politique parce que celui-ci est en commun avec la DPEB. Donc, on opère dans le cadre du Pacte vert et Fit for 55, donc l'objectif de réduction des gaz à effet de serre pour 55% en 2030.
et donc pour lesquels il était nécessaire d'augmenter le niveau d'ambition et les efforts d'efficacité énergétique. Et pour cette raison, la directive a été révisée, proposant les nouveaux targets, les nouveaux objectifs pour 2030 en ce qui concerne la réduction de consommation d'énergie primaire et énergie finale. Et pour y arriver, on a aussi renforcé le cadre réglementaire, y compris les obligations qui reposent sur le secteur public, parce que c'est le secteur qui va jouer le rôle exemplaire dans l'efficacité énergétique. C'est comme ça qu'on perçoit en fait l'approche du secteur public. Donc, on peut peut-être passer le slide. Juste un petit rappel des dates importantes. Donc, tout d'abord, la Commission a proposé la révision de la directive dans le cadre de ce paquet Fit for 55, ça s'est passé en juillet 2021. Et on a terminé les processus de codécision interinstitutionnelle avec l'adoption de la directive sur l'efficacité énergétique le 13 septembre 2023, la publication le 20 septembre et l'entrée en vigueur au niveau européen le 10 octobre 2023. Maintenant, les États membres disposent de 2 ans, pareil que pour la DPEB, pour la transposer dans la loi nationale. Donc, le 11 octobre 2025, ça devrait faire partie du cadre législatif national. La suivante, s'il te plaît, Julien. Merci. Donc, maintenant, je vais vraiment passer par les dispositions, par les articles focalisés sur le secteur public. Et commençons par les définitions, parce qu'effectivement, le périmètre du secteur public, enfin de l'approche vers le secteur public, a été élargi. La directive 2012 et 2018, révisée en 2018, visait le gouvernement central, les bâtiments de gouvernement central, mais aussi les marchés publics qui sont passés par l'administration centrale. Et maintenant, donc, ED-RECAS, la directive, la refonte de la DE, prévoit que le périmètre couvre toutes les autorités nationales, régionales et locales, ainsi que les entités qui sont directement financées et administrées par ces autorités. Donc, non seulement les autorités elles-mêmes, mais aussi les entreprises, enfin les entreprises ou les entités qui dépendent directement et qui sont financées et administrées par ces autorités. Mais qui n'ont pas le caractère industriel et commercial. Et ceci permet d'exclure un certain nombre d'entreprises d'État qui quand même opèrent sur le marché et qui opèrent dans le cadre de concurrence. Donc, ce n'est pas couvert par ce périmètre. La slide suivante, s'il te plaît. Donc, l'article 5, c'est une obligation nouvelle qui impose un objectif obligatoire d'énergie finale de tous les secteurs publics tel que défini par le périmètre présenté tout à l'heure. Et les États membres doivent veiller pour que la consommation de l'énergie finale totale pour tous les organismes publics cumulés soit réduite au moins de 1,9% chaque année. Et le point de référence sera la consommation finale de tous ces organismes publics en 2021. Donc, la 2021, c'est notre baseline, ce qu'on appelle, donc le point de référence. Il faudrait bien se souvenir quelle était la consommation, enfin, il faudrait calculer. Et par rapport à ce point de référence, 1,9 de réduction, de pourcent de réduction chaque année doit être mise en œuvre à partir de 2025, donc l'année de la transposition. La slide suivante. Ensuite, en ce qui concerne cet objectif de réduction de l'énergie dans le secteur public, ça va progressivement couvrir aussi les unités administratives locales de plus petite taille. Donc, tout d'abord, les grandes unités sont couvertes et ensuite, progressivement, les unités locales de moins de 50 habitants et à la fin,
les toutes petites communes de moins de 5 000 habitants vont être couvertes par cette obligation de réduction d'énergie finale. La suite, merci. Donc ça, c'est la représentation graphique. C'est peut-être plus parlant parce que, comment expliquer? Donc, on définit le point de référence, la consommation en 2021 de l'énergie finale par tous les organismes publics. Et donc, on définit séparément celles qui concernent les grandes entités, les entités moyennes, donc celles qui sont entre 50 et 5 000 habitants, et le petit en orange, donc c'est celles qui sont moins que 5 000 habitants. Et on voit ici que l'obligation va entrer en vigueur progressivement, d'abord couvrant les grandes entités en 2025 et en 2026, ensuite les grandes et les moyennes, et après le petite unité administrative. La suite, s'il te plaît, merci. Dans cet article, on a aussi la disposition qui oblige les États membres à veiller pour que les autorités régionales et locales mettent en place des mesures spécifiques d'efficacité énergétique dans leurs outils de planification à long terme, tels que par exemple les plans en matière d'énergie durable, de décarbonation. Il y a beaucoup des autorités au niveau local ou régional qui font ça déjà. Je pense en France aussi, ça existe, cette planification, décarbonation et d'énergie durable. Les villes, par exemple, ou les communes qui participent dans Covenant of Mayors, donc les pactes des maires, je sais que celles-ci sont déjà encouragées de développer, enfin obligées de développer le Sustainable Energy and Climate Action Plans. Donc, c'est dans ce type de planification que les aspects d'efficacité énergétique doivent être intégrés et les États membres doivent veiller à ce que ce soit fait vraiment au niveau régional et local. La suite, merci. Et donc, ça, c'est l'article qui n'est pas nouveau. Enfin, son numéro a changé, mais c'est un article qui est dédié à la rénovation des bâtiments publics. Ici, le taux de rénovation n'a pas changé, c'est 3% de la surface au sol par an, mais le périmètre a changé de nouveau parce que cela concernait uniquement les bâtiments du gouvernement central, de l'administration centrale. Et comme le périmètre du secteur public, je veux dire, a été élargi sous la directive efficacité énergétique. Par conséquent aussi, cette obligation de rénovation des bâtiments publics va maintenant reposer aussi sur les autorités territoriales, donc régionales ou locales. Et ce qui a changé aussi, c'est le niveau d'ambition. Donc, cette rénovation, ça doit être une rénovation profonde pour arriver à un niveau de bâtiments à émissions, d'énergie quasi nulle, donc NZEB, ou dans l'avenir, quand le nouveau standard va être mis en place par la DPEB, c'est les bâtiments à émissions nulles. Donc, je pense que Julien vous a présenté le principe de ces standards, bâtiments à émissions nulles. Et donc, ce sera aussi le standard pour la rénovation des bâtiments publics une fois quand il sera en vigueur. Donc, comment ça va fonctionner? C'est vraiment l'État membre qui va choisir par an quels sont les bâtiments qui vont être couverts par cette obligation de 3% des rénovations. Et il s'agit de tous les bâtiments qui sont plus grands que 250 mètres carrés et qui en 2024, donc cette année en janvier, n'étaient pas bien sûr déjà à un niveau de consommation quasi nul, qui n'était pas au standard NZEB. Mais il n'y a pas d'autres
recommandations en ce qui concerne le choix. C'est vraiment le choix des États membres. Et c'est pas que ce soit les bâtiments classe G ou F, etc., mais c'est vraiment l'État membre qui va déterminer quels sont les bâtiments publics qui vont être rénovés dans le cadre de cette obligation en fonction de la faisabilité technique et économique. Ensuite, quand les organismes publics occupent un bâtiment dont ils ne sont pas propriétaires, ils doivent néanmoins ils doivent néanmoins négocier avec les propriétaires de ce bâtiment les clauses de rénovation, les clauses contractuelles à chaque échéance de contrat pour que le bâtiment soit rénové à un niveau de standard NZEB, donc standard de consommation d'énergie quasi nulle, ou dans l'avenir à émission quasi nulle. Et donc, on peut exclure, on peut appliquer des exigences moins élevées pour les bâtiments qui sont historiques, protégés ou lieux de culte, ou par exemple les bâtiments qui appartiennent aux forces armées ou au gouvernement central, qui servent à des fins de défense nationale. Je pense que c'est vraiment la même liste d'exclusions qui est aussi dans la directive sur la performance énergétique des bâtiments. Donc, on est vraiment aligné là-dessus. Et quand c'est pas faisable techniquement, par exemple, de rénover la façade d'un bâtiment protégé, il n'y a pas besoin d'arriver jusqu'à un niveau NZEB. Mais il faut quand même rénover ce qui est possible. Ensuite, il est possible d'inclure dans le calcul de l'obligation de rénovation de 3% par an les bâtiments neufs qui viennent en remplacement des bâtiments démolis, mais sous la condition que cette démolition et construction, au total, va être moins énergivore et moins génératrice des émissions sur l'ensemble du cycle de vie que la rénovation. Donc, il s'agit vraiment d'une construction écologique et dans les cas où la rénovation serait trop compliquée et trop génératrice des émissions et de l'énergie. Donc, uniquement dans ce cas, on peut remplacer un bâtiment existant par un bâtiment neuf en les démolissant. Ensuite, merci. Les États membres vont devoir aussi mettre en place un inventaire des bâtiments chauffés ou refroidis qui appartiennent à des organismes publics ou occupés avec les informations. Donc, tous ces bâtiments qui sont dans le périmètre de l'obligation de rénovation doivent être aussi dans l'inventaire avec l'information sur la consommation annuelle de l'énergie et le certificat, la classe du certificat de performance énergétique, donc du DPE en français. Et donc, quelques mots en plus sur l'article 29 qui se focalise sur les contrats de performance énergétique parce qu'il y a des belles symbioses avec la rénovation des bâtiments publics. Cet article, l'article 29 de la directive révisée, va dédier une attention spécifique au secteur public et à la promotion des CPE dans le secteur public. Et pourquoi? Parce que cela permet de mixer le financement privé avec le financement public et financer justement la rénovation par des fonds privés, par les ESCO, par les fournisseurs des contrats de performance énergétique. En plus, les prestataires de services assurent le risque des performances, ce qui est très important. Donc, on est certain d'obtenir les économies d'énergie et ces économies d'énergie et ces coûts, les économies des coûts sont garanties pendant toute la durée du contrat. Et c'est ça ce qui est très important parce que si on dépense l'argent public, il faudrait être sûr de l'effet
que ça apporte l'effet escompté. Et aussi, le prestataire de service, donc une entreprise ESCO, apporte toute une expertise, aussi bien technique et parfois financière, comment combiner les fonds et comment mener à bien le projet, aussi bien côté technique que financement. Et donc, c'est pour ces raisons-là, la directive se focalise sur la promotion des CPE dans le secteur public avec l'article 29, paragraphes 4 et 5. Elle exige que l'évaluation de la faisabilité soit régulièrement conduite lorsque la rénovation des bâtiments publics non résidentiels de plus que 750 mètres carrés est envisagée. Et pour permettre, faciliter en fait la mise en place de CPE dans les marchés publics, les États membres doivent développer les modèles de contrat et les procédures qui sont adéquates pour les marchés publics pour utiliser les CPE. Et en France, c'est déjà disponible. Vous pouvez consulter le closier type des contrats des performances énergétiques qui permettent vraiment intégrer ce contrat dans les marchés publics et dans le secteur public. Et en plus, les États membres sont aussi encouragés de partager les informations sur les bonnes pratiques des projets qui ont déjà été menés, des projets CPE qui ont été menés dans le secteur public. Donc, je pense que c'est la dernière slide, effectivement. Merci pour votre attention. Merci Margot, merci Julien. On a conscience que c'était une première partie assez riche, mais voilà, l'idée c'était de vous donner tous les éléments pour pouvoir aussi creuser de votre côté, comprendre la philosophie de ces deux textes et ce qui va finir par impacter les collectivités locales. Retenez qu'il y a vraiment deux grands blocs de provisions. Il y a un premier bloc à la fois côté EED et EPBD qui sont des provisions, j'allais dire, qui s'appliquent à des parcs en tant que parcs, à des stocks et non pas individuellement au niveau de chaque bâtiment et chaque collectivité. Les États ont des obligations de mettre en œuvre des mesures, mais il y a un peu de temps pour la transposition, 2025-2026. Donc là, on est dans une période un petit peu de transition où c'est une invitation à bien comprendre ce qui va finir par arriver et puis la façon dont les États vont s'en saisir. Mais on a aussi tout un bloc de mesures, et notamment côté EPBD, performance des bâtiments, qui pour le coup s'applique de manière très claire déjà dans les textes à certains bâtiments. Je pense aux obligations de solarisation pour les bornes énergétiques, d'atteindre ce statut ZEB pour les nouveaux bâtiments. Tout ça, ce sont des choses, là pour le coup, on a des dates déjà précises, 2026, 2028, 2030, en fonction des cas, que vous pouvez vraiment anticiper dans votre planification. Voilà, on va prendre quelques premières questions. Edita, je t'invite à... Oui, bonjour à tous. J'ai une première question plutôt pour Margot. Quand tu évoquais les surfaces au sol, est-ce que tu pensais bien à la surface plancher, pour préciser? C'est la surface, pardon, c'est la surface chauffée, surface au sol. Pardon, je vais revenir sur mes slides pour être sûre, mais Sinon, on peut vérifier et revenir par écrit. Oui, on pourra vérifier. Si c'est surface chauffée, c'est plus logiquement la surface effectivement plancher que la notion d'emprise au sol. Mais on viendra vérifier. Et puis il y avait également une question que j'ai trouvée assez intéressante. C'est dans le cas de nouvelles constructions dans l'année à venir. Est-ce qu'il faudrait plutôt se fier du coup à la nouvelle directive ou attendre les dispositifs au niveau français? Ça, je veux dire, il faut construire un bâtiment par rapport aux règles qui existent en France, tout simplement. Donc, en ce moment, c'est la RE 2020, je pense. Donc, il faut se conformer à ça. Après, ça, c'est les normes minimales. Un maître d'ouvrage peut tout à fait aller plus loin s'il est prêt à payer plus. Mais si le bâtiment neuf construit aujourd'hui et peut-être se projeter, oui, voir. Mais de toute façon, maintenant, je pense qu'un bâtiment neuf en France, il est déjà quasiment NZEB ou ZEB, donc il n'aura pas
je ne pense pas qu'il y aura un cas où il sera frappé d'une obligation de rénovation dans les 3-4 ans à venir, ou alors c'est vraiment qu'il a été mal construit maintenant, je dirais. Ce sera ma réponse un peu de bon sens, je dirais. Mais D'accord, très bien. Et puis il y avait des questions, il y avait plusieurs questions sur tout ce qui est bâtiments classés au patrimoine ou les anciennes constructions, si ces bâtiments-là sont pris en compte dans la directive ou ce sera une fois de plus plutôt quelque chose qui sera décidé au niveau français. ouais, c'est ça. Je pense que la même chose pour la directive sur l'efficacité énergétique, mais en tout cas pour les bâtiments, il y a des dérogations qui sont prévues. Ce sera les États qui devront déterminer. Il y aura un dialogue entre nous. Ils vont nous dire, voilà, on estime que ces bâtiments, et puis on échangera. Et ensuite, ils prendront des règlements pour exempter ces bâtiments sur des critères objectifs, soit euh, que ce soit patrimoniaux ou de faisabilité, hein, s'il y a des choses qui sont vraiment Ouais. trop compliquées. Hein. Donc ça, ce sera vraiment pas au cas, ce sera pas au cas par bâtiment, mais il y aura des règles objectives et des critères déterminés par les pays, quoi. Très bien, merci beaucoup. À suivre donc. Ok, on va continuer sur notre lancée donc pour s'intéresser un peu plus en détail à l'accompagnement que propose l'Europe au sens large, parce qu'on a aussi évidemment nos amis et collègues de la Caisse des dépôts. Je vais laisser tout de suite la parole à Adrien Michel, pour nous parler un peu commencer à parler d'instruments financiers et puis d'assistance technique. Salut Adrien. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Merci de me donner l'opportunité de présenter les instruments financiers qui sont mis à disposition par la Commission européenne. J'espère que vous pouvez voir mon écran. Pas encore, non. Pas encore. Là, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Eh bien, voilà, parfait. Bien, alors, et j'espère arriver à le mettre en grand écran. Et donc, commencer la présentation donc sur la panoplie des mécanismes de soutien financier qui sont proposés par l'Europe. On a décidé d'un commun accord de faire une distinction entre les instruments financiers, c'est-à-dire qui se définissent par leur capacité à mobiliser du cofinancement, et les subventions pures qui sont souvent de l'argent public, enfin qui sont de l'argent public donné directement en soutien d'un projet et donc qui sont entre guillemets à fond perdu pour l'autorité publique qui les donne à fond perdu dans le sens où bien évidemment si on les donne c'est parce qu'on est convaincu qu'il y a un effet tangible sur le terrain, mais en tout cas cet argent ne retourne pas au budget de la Commission européenne, contrairement à certains instruments financiers au moins. Alors, pourquoi donc Julien avait brièvement mentionné les besoins d'investissement qui sont colossaux pour l'efficacité énergétique et la rénovation des bâtiments en particulier, hein. C'est le gros de l'effort pour l'efficacité énergétique. Lorsque l'on a calculé les besoins d'investissement pour les besoins de notre politique climatique, c'est-à-dire en clair, quand on a commencé, nous, Commission européenne, à travailler à l'objectif de neutralité carbone pour 2050 et l'objectif intermédiaire de 55% de réduction pour 2030, on a estimé les besoins rien que pour l'efficacité énergétique, rien que pour la décennie, qui n'étaient pas couverts par les investissements déjà réalisés, donc les besoins d'investissement supplémentaires, pour être plus précis, à plus de 165 milliards d'euros par an. C'est colossal. Et non seulement c'est colossal, mais en plus depuis, les chiffres ont probablement évolué à la hausse, d'une part en raison de l'inflation, la hausse des coûts de l'énergie, de la hausse des coûts des matières premières, des interventions, et d'autre part de l'ambition, de l'augmentation de l'ambition telle qu'elle a été validée par l'adoption des deux directives dont Julien et Margot viennent de vous parler.
Donc on se retrouve avec des besoins qui dépassent certainement les capacités de financement par de l'argent public, d'où l'intérêt évidemment de mettre en valeur cette notion d'effet de levier, c'est-à-dire la capacité d'un mécanisme public à attirer de l'argent privé et donc à avoir un effet multiplicateur. Alors, est-ce que ça... Voilà, pourquoi je n'arrive pas... Voilà, j'y arrive. Alors, parmi la multitude, c'est souvent le retour que l'on a de la part de nos interlocuteurs, oui, vous avez à la Commission européenne un certain nombre de mécanismes de soutien, oui, ils sont certainement très utiles, mais il y en a plein et on ne s'y retrouve pas. C'est donc l'objectif de cette présentation, d'essayer de, peut-être pas d'avoir une présentation exhaustive de tous les instruments, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup, mais de viser ceux qui vous seraient potentiellement le plus utiles. Le premier, c'est le vaisseau amiral du financement par la Commission, c'est le programme InvestEU. Vous avez certainement entendu parler des fonds FC et donc des fonds Juncker dans la précédente mandature. Eh bien, InvestEU, c'est la continuation de ce programme. Et il consiste en 3 éléments fondamentaux. Le premier, c'est le fonds en lui-même, sur lequel je vais vous montrer vous expliquer comment il fonctionne. Le second, c'est ce qu'on appelle l'advisory hub, c'est-à-dire le financement d'assistance technique au projet, les services d'assistance technique au sens large, parce qu'il y a des services financiers et moins financiers. Il y a plusieurs sous-programmes à l'intérieur de ce hub. Et puis le troisième, c'est une plateforme de mise en relation entre porteurs de projets et financeurs. Donc ça peut être intéressant évidemment pour des porteurs de projets privés, peut-être un petit peu moins pour des autorités publiques, mais pas écarté nécessairement. Je vous encourage tout de même à aller faire un tour sur ce portail pour voir éventuellement si des autorités locales ont décidé de porter leur projet à la connaissance d'investisseurs potentiels. Alors, si on s'intéresse au fonds en tant que tel, le fonds, c'est un fonds de garantie. Donc, on a mis à disposition sur 7 ans, vous savez que le cadre pluriannuel de financement en Europe, c'est 7 ans, et on a mis à disposition 26 milliards d'euros de garantie budgétaire. Ces 26 milliards d'euros, c'est-à-dire de l'argent qui est prélevé sur le budget européen, et dont on espère qu'il ne sera pas utilisé parce qu'on espère que tous les projets que nous garantirons arriveront, se matérialiseront et n'auront pas de problème de défaut de paiement. Et l'objectif, il est d'arriver à lever un peu moins de 400 milliards d'euros d'investissement, ce comprenant les investissements privés. Donc en clair, cela veut dire que pour 1 euro de garantie européenne mobilisée, vous arriveriez à générer 13 euros d'investissement. C'est quand même assez intéressant. Et dans le fonds InvestEU, il y a plusieurs priorités et la priorité la plus importante, c'est celle des infrastructures durables avec 10 milliards de garanties. Infrastructures durables, ça inclut pas mal de choses, les réseaux, la production d'énergie, mais également toute la rénovation énergétique des bâtiments ou dans le milieu d'ailleurs professionnel, réseau tertiaire et industriel. Alors, comment ça fonctionne InvestEU? C'est un fonds qui est géré par intermédiation, c'est-à-dire que vous avez des partenaires d'implémentation qui vont utiliser la garantie offerte par la Commission pour ensuite identifier des projets, co-investir dans ces projets et ensuite exiger des remboursements lorsque les projets sont financés sous forme de prêts. Et faire appel à la garantie s'il y a des défauts de paiement. Le partenaire principal et historique de la Commission, c'est bien évidemment la Banque européenne d'investissement. Mais la nouveauté dans ce programme InvestEU par rapport au programme précédent, c'est qu'on a aussi fait appel à des partenaires nationaux.
qui, s'ils le souhaitaient, pouvaient faire usage de la garantie InvestEU. En France, on a 2 partenaires qui sont la Caisse des dépôts et BPI France. Alors, pour ne rien vous cacher, en général, les projets qui sont financés par InvestEU sont plutôt des projets d'envergure. On n'est pas nécessairement sur des projets de rénovation d'un petit parc de bâtiments à une échelle très localisée. Ça peut être une échelle locale, attention, mais on essaye d'avoir un certain volume d'investissement pour intéresser les partenaires d'implémentation. Ces projets sont intéressants s'ils démontrent leur capacité à agréger plusieurs petits projets sur un même territoire. Ça, c'est vraiment l'essence d'InvestEU et c'est aussi l'essence des projets, des programmes d'assistance technique que je vais vous présenter juste après. Donc, voilà un petit peu le panorama InvestEU. Ensuite, au sein d'InvestEU, je vous ai dit qu'à part le fonds, il y avait aussi les programmes d'assistance technique. Alors, l'assistance technique, c'est vraiment de l'accompagnement au développement de projet. On n'est pas sur l'assistance administrative, renforcement des capacités. Non, on est véritablement dans l'accompagnement, l'aide à la conception de projets qui doivent ensuite se transformer en projets d'investissement. Et parmi ce hub, il y a un certain nombre de programmes, mais le plus important en taille, en histoire, c'est vraiment le programme ELENA. Ça vous dit peut-être quelque chose. Le programme ELENA, il commence à être assez vieux. Il a été créé en 2009. Il a été créé en 2009 et c'est un partenariat entre la Banque européenne d'investissement et la Commission. C'est-à-dire que on confie la gestion des fonds à la BEI, aussi l'évaluation des projets. Et par contre, le financement est apporté, lui, par la Commission. Alors, autant le dire tout de suite, ELENA, c'est une subvention. Mais pourquoi est-ce que je l'ai mis dans les instruments financiers? Parce que c'est une subvention avec une obligation de co-investissement et une obligation de résultat. Je vais y venir dans la slide suivante. Donc, l'objectif d'ELENA, c'est d'aider les porteurs de projets à préparer leur programme d'investissement dans 3 domaines, la mobilité durable, l'énergie durable et l'efficacité énergétique dans le résidentiel. En fait, à part la mobilité, les 2 autres points sont presque exclusivement sur l'efficacité énergétique. Simplement, dans le sous-programme énergie durable, vous pouvez compléter un programme d'efficacité énergétique par une composante de génération d'électricité renouvelable, par exemple. Et vous pouvez aussi faire de l'efficacité énergétique ailleurs que dans le résidentiel, si vous voulez rénover vos bâtiments historiques ou les bâtiments tertiaires sur votre commune, par exemple. Alors, c'est un programme qui a été fait en prenant bien soin de rendre les autorités publiques éligibles à tous les échelons, soit des autorités locales, territoriales, soit des agences d'implémentation au niveau local. Donc, vous pouvez avoir une société d'économie mixte qui pourrait être éligible au financement d'ELENA. Ceci étant, même si c'est très largement dirigé vers le secteur public, ça n'est pas exclusivement dirigé vers eux, puisqu'on a aussi des sociétés privées qui ont bénéficié de l'assistance technique d'ELENA. Alors, comment ça marche? Quelles sont les caractéristiques de ce programme? Eh bien, on a parlé de l'effet de levier. C'est tellement important pour ELENA que ça fait partie des critères de sélection. C'est-à-dire que pour la partie résidentielle, on exige un effet de levier minimal de 10 et 20 pour les projets énergie durable. En général, on a des soutiens qui oscillent entre 1 et 3 millions d'euros. Il n'y a pas de règle précise. La seule obligation, c'est que vous ayez un projet qui permette de générer minimum 30 millions d'euros d'investissement. Donc, si vous avez 30 millions d'euros d'investissement avec un effet de levier de 10
eh bien, il faut que vous ayez un projet qui va coûter environ 3 millions d'euros. Évidemment, vous pouvez avoir un effet de levier supérieur, et c'est d'ailleurs le cas qu'on observe depuis 2009. En fait, l'effet de levier moyen du programme, il situe aux alentours de 32 à 33. Donc, c'est bien supérieur aux objectifs qui ont été fixés par le programme. Il y a une autre règle qui est importante, c'est la règle de maturité. Votre projet doit être relativement abouti et avoir un certain nombre de garanties que cela va déboucher sur des investissements matériels. Et ces investissements, c'est ce qui va permettre le paiement dans sa totalité de la subvention. Donc c'est vraiment un paiement sur résultat. Mais pour ça, ne vous inquiétez pas, évidemment, la BUI vous accompagne tout au long du processus avec d'abord une première phase de candidature, avec un dossier de pré-candidature qui est évalué et qui ensuite passera à un autre niveau. Et donc, la durée moyenne de conception jusqu'à la soumission des projets, c'est 1 à 2 ans. Donc, ça laisse quand même le temps de consolider un projet et de lui donner toute sa viabilité économique. Alors, les résultats sont quand même assez remarquables pour ce programme. Parce que comme je vous l'ai dit, depuis 2009, on a commencé ce programme. C'est probablement le programme d'assistance technique le plus ancien et l'un des deux avec Jaspers qui bénéficie du plus gros soutien financier historiquement depuis la Commission, et avec des résultats qui sont très positifs, puisqu'on a aujourd'hui pratiquement tous les États membres qui ont bénéficié d'un projet ELENA. On en compte pas loin de 200 à l'heure actuelle. Cela a coûté au budget européen moins de 300 millions d'euros, mais cela a permis quand même de générer près de 10 milliards d'euros d'investissement. Donc vous voyez l'effet d'entraînement de cette facilité est indéniable. Je vous ai donné quelques projets exemplaires. Un qui est en Pologne, avec la rénovation de 185 bâtiments, avec des objectifs d'économie d'énergie assez ambitieux, 40% d'économie d'énergie, 60% de réduction de gaz à effet de serre. Évidemment, là, on parle d'un mix énergétique très carboné en Pologne. Ça, c'est un projet qui a eu lieu en Silésie, qui a été, à ma connaissance, finalisé. Et qui a obtenu les résultats escomptés. Hein. Ce n'est pas seulement de l'affichage, c'est effectivement vérifié. Un deuxième projet aux Pays-Bas avec la rénovation de 1200 appartements afin qu'ils atteignent le standard NZEB, donc des bâtiments, enfin Julien vous a expliqué ce standard, Net Zero Emission Building, on va dire des bâtiments à énergie presque positive. Voilà. Donc vous voyez les économies d'énergie, on est de l'ordre de 80%. Pratiquement, c'est véritablement des rénovations extrêmement complètes. Et puis on a aussi un projet qui est toujours en cours puisqu'il a été signé en 2022 à Bordeaux. Avec la métropole de Bordeaux pour la rénovation de bâtiments tertiaires. Alors là, on n'est justement pas dans le résidentiel, mais également la constitution ou l'approvisionnement de réseaux de chaleur urbaine par des sources d'énergie renouvelables. Alors dans ce cas, il me semble que c'est de la biomasse. Donc vous voyez que ça couvre un spectre assez large d'interventions. Il y a bien d'autres exemples, mais ce qui veut dire qu'on essaye dans tous les cas d'avoir une approche globale pour ELENA, une approche territoriale, et deux, une capacité d'agrégation des acteurs. Troisième dimension qui est très importante, c'est la réplicabilité, donc c'est-à-dire le potentiel pour ces projets, de tenir dans le temps une fois que la subvention ELENA sera dépensée, et deux, d'être répliqué sur d'autres territoires concomitants ou même dans un autre État membre, peu importe. On essaye vraiment de capitaliser sur les expériences réussies de chacun de nos projets. Bien, alors, je vais donc passer à un troisième et dernier type d'instrument qui est peut-être un peu moins connu, mais qui a aussi une trajectoire assez intéressante. Là, c'était la crise d'avant, la crise précédente de 2008,
où on s'est dit qu'il fallait injecter de l'argent public européen pour aider à la reprise de l'activité économique en Europe. Et c'est à cette époque que l'on a décidé de créer un fonds d'investissement. C'était la première fois, à ma connaissance en tout cas, qu'on faisait un fonds d'investissement où la Commission européenne injectait sous forme de capital de garantie de première perte des fonds dans un fonds d'investissement avec une structure ad hoc de gouvernance et où d'autres investisseurs venaient se greffer pour profiter de cette garantie de première perte. Et donc le capital augmente et avec ce capital, on décide de faire des projets, dans ce cas-là, d'efficacité énergétique, puisque le fonds dont je vous parle s'appelle le European Energy Efficiency Fund, le triple EF, qui a été créé en 2011, en tout cas de manière opérationnelle, il a été mis en opération en 2011. Et ce fonds, il fonctionne de manière similaire à Elena, si vous voulez, dans la mesure où il cherche à investir dans des projets d'échelle territoriale. Mais il y a quand même quelques différences. La première différence, ce sont les entités éligibles. Uniquement des autorités publiques ou des structures privées qui ont une fonction de service public. Donc des délégations de services publics ou des concessions, etc. On est vraiment sur ce domaine. Donc là, on est sur les réseaux de chaleur, sur l'éclairage urbain, sur la rénovation de bâtiments publics. On est vraiment sur ces créneaux-là en particulier. C'est pour ça que j'ai choisi cet instrument. La deuxième différence, c'est qu'au lieu de financer de l'assistance technique, c'est-à-dire de l'aide au montage de projet, là, on considère qu'il y a un projet qui est valable et le triple EF va investir dans ce projet comme actionnaire majoritaire ou comme prêteur, donc ou comme actionnaire minoritaire. Et là, on a, alors je m'excuse, un certain nombre de mes slides sont en anglais, mais en tout cas, les chiffres sont assez parlants. Il n'y a pas énormément de projets par rapport à Elena qui ont été financés, 18, même s'il y en a d'autres qui sont en phase d'évaluation. Et la raison pour laquelle il y a peu de projets, c'est que le budget est moindre, mais surtout, on a des projets de plus grande taille. Des budgets de plus grande taille parce qu'on essaye d'offrir du financement de long terme, voire de très long terme. On est typiquement entre 10 et 20 ans. Et par exemple, je vais vous donner un exemple dans la slide suivante. C'est un projet de la rénovation d'un hôpital, un des plus grands hôpitaux, voire le plus grand hôpital de la ville de Bologne en Italie. Et là, on a véritablement une petite usine miniature avec un cycle de cogénération, avec des infrastructures qui vont irriguer tous les bâtiments de l'hôpital en chaleur et donc qui nécessite une certaine ingénierie assez complexe. Et donc là, on a financé via un partenariat public-privé grâce au fonds Triple EF qui est devenu co-investisseur avec un autre porteur de projet qui était mandaté par la ville et le système de rétribution se fait par des contrats de performance énergétique. Ça, Margot vous en a parlé tout à l'heure. Et le contrat de performance énergétique, il permet à la collectivité qui entreprend ce projet de ne pas nécessairement avancer les fonds, mais de passer par une structure ad hoc, ce fameux partenariat public-privé, qui va se rémunérer sur les économies d'énergie générées. Et ce, pendant, alors dans ce cas-là, je ne sais plus, je crois que ça a été, oui voilà, c'est 20 ans, donc ce sont des contrats de très long terme. Donc ça apporte quand même un soulagement financier pour des structures qui ont des contraintes budgétaires fortes. Et je pense que c'est le cas de la plupart des collectivités territoriales en France. Donc, si ce type d'ingénierie financière vous parle et vous paraît intéressant, je vous invite à aller consulter le site du triple EF. Vous devez avoir
les coordonnées sur le slide précédent. Si vous ne les avez pas, je me ferai un plaisir de vous les envoyer dans le chat. Et peut-être potentiellement prendre contact avec le gestionnaire de fonds de ce fonds. Il s'agit de DWS, ils sont basés au Luxembourg. Je vais peut-être m'arrêter là pour les instruments financiers. Ça nous laissera peut-être le temps de passer aux subventions et peut-être aussi de prendre quelques questions. Merci. Ouais. Merci beaucoup Adrien. On va continuer sur les instruments financiers. On va justement parler d'un des partenaires que tu as mentionné avec la Caisse des dépôts. Là, on a vu un peu quand même le gros. On parle de gros projets hein, quand on parle d'InvestEU, d'Elena, de Triple F. Mais pour être plus granulaire, on travaille avec des partenaires sur le terrain. Et donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est que quand vous vous adressez à la Banque des Territoires, enfin Caisse des dépôts, Banque des Territoires en l'occurrence, il peut y avoir de l'Europe derrière. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu avec Solène, à qui je laisse tout de suite la parole. Je vous partage tout de suite le diapositive. Hop. Bonjour à tous. Alors, moi, du coup, c'est Solène Jallet. Je travaille à la direction des prêts à la Banque des Territoires. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et du coup, aujourd'hui, je voulais vous présenter comment on peut vous accompagner via nos offres de prêts pour vos projets de rénovation énergétique. Alors, on peut vous accompagner sur des projets long terme, comme vous pouvez le voir, de 25 à 60 ans sur la ressource Livret A, pour 50 ou 100% du besoin d'emprunt en fonction des projets. Et après, on a des partenariats très importants, significatifs, avec la Banque européenne d'investissement et avec la SFIL. Donc là, c'est pour des projets qui peuvent démarrer à partir de 15 ans. C'est très avantageux et c'est sur taux fixe avec des barèmes mensuels qui sortent tous les mois. Et on peut vous accompagner sur cette ressource à 50% du coût total du projet. Sur la SFIL, c'est des prêts sur plus long terme, c'est à partir de 25 ans jusqu'à 40 ans et c'est à 50 ou 100% du besoin d'emprunt en fonction du projet. Après, hop. Voilà. Sur les projets qui ont un gain énergétique de 30% après travaux, on peut vous accompagner à taux du livret A plus une marge de 0,40. Donc, c'est un prêt bonifié qui peut être avantageux pour vous. Donc, on a besoin du diagnostic énergétique et s'il y a bien 30% de gain énergétique, le projet est éligible à ce tarif-là. Vous pouvez être aussi avoir recours à du taux fixe avec la Banque européenne d'investissement et la SFIL qui accompagne ces projets. Après, pour tous les projets situés en géographie prioritaire, dans le secteur de l'éducation et de la santé, mais par contre qui n'ont pas le gain énergétique de 30%, on peut aussi vous accompagner à taux du livret A plus la marge de 0,60. Et pour tous les autres projets de tourisme ou les autres projets qui répondent à vos besoins mais qui n'ont pas les 30% de gain énergétique ou qui ne rentrent pas dans les secteurs que j'ai cités avant, le taux du livret A plus 1,30 peut être une solution et vous avez toujours la possibilité d'avoir recours à la Banque européenne ou à la SFIL si vous êtes intéressé par un taux fixe. Je vous ai mis quelques exemples de projets pour vous montrer que on peut accompagner des plus petits projets. Par exemple, je vous ai mis en avant le projet de l'école maternelle Joséphine Baker, qui a été financé l'année dernière via un prêt transformation écologique avec le taux fixe BEI pour 68 000 € sur 20 ans. Et le coût total du projet était de 340 000. C'est pour vous donner un ordre d'idée voilà, du type de projet voilà, qu'on peut accompagner. Les travaux, c'était de l'isolation par l'extérieur, du changement de mode de chauffage, la réfection de toute la toiture de l'école. Après, je vous ai mis un autre projet différent d'une école. On peut aussi financer des salles omnisport. Là, on a financé la salle omnisport de Roger Fabre. Là, c'était sur taux du livret A plus 0,40 parce qu'on avait bien les 30% de gain énergétique. C'était sur 25 ans. Là, il y avait même un projet de panneaux photovoltaïques. Donc, c'était un projet assez ambitieux énergétiquement. Je vous ai mis aussi un projet qui n'est pas dans le secteur forcément de l'éducation ou des activités extrascolaires. On a participé à la rénovation et à l'extension de l'hôtel de ville de la commune des Margues en fin d'année dernière. Le taux du livret A
plus 0,4 était la solution pour cette commune. Et c'était un projet sur 35 ans. Il y avait énormément de travaux assez lourds pour remettre aux normes le bâtiment, insonoriser et l'extension aussi, et faisait partie prenante du projet. Et je vous ai mis un dernier exemple voilà, de rénovation énergétique de la halle de Vitry-le-François l'été dernier. Et là, c'était via notre prêt renouvellement urbain pour une commune qui était lauréate Action Cœur de Ville. Donc en géographie prioritaire, comme je vous le montrais tout à l'heure, on peut accompagner les projets à taux du livret A plus 0,60. C'était un projet à 1,1 million d'euros sur 25 ans. Et voilà, enfin, on peut vraiment financer tous vos besoins de rénovation en tant que collectivité locale. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. Et ça, je vous ai présenté les projets long terme et je voulais aussi vous parler des projets plus court terme. Donc, les opérations qui peuvent être financées entre 3 et 13 ans. On a un dispositif qui s'appelle l'Intracting. C'est un prêt en avance remboursable. C'est pour financer tous les petits travaux de rénovation énergétique qui permettent un gain immédiat, par exemple le changement d'une pompe à chaleur. Et du coup, il y a un taux fixe bonifié avec un barème mensuel qui sort tous les mois. Donc là, par exemple, au mois de mai, je vous ai mis un exemple, il était à 2,22% pour ce mois-ci. Et en exemple, on a pu financer il y a un an les projets de la communauté d'agglomération d'Épinal. Il y avait 9 communes, il y avait 16 bâtiments concernés. Je crois qu'il y avait un conservatoire, il y avait la fac de droit, il y avait la bibliothèque d'Épinal. Et donc, on a pu faire un prêt Intracting sur 12 ans avec un gain de 800 mégawattheures par an et une économie de 45 000 euros par an. Et c'est assez avantageux ce dispositif parce que, en fait, grâce aux économies générées, vous pouvez facilement rembourser votre prêt et financer d'autres projets de rénovation avec les économies générées. Donc voilà, pour les petits projets de rénovation, l'Intracting peut être une solution. N'hésitez pas à aller sur notre site de la Banque des Territoires. Je vous ai mis un lien avec tous les contacts dans les directions régionales en fonction de où vous vous situez en France. Et sachez qu'on a aussi des outils à votre disposition, des outils d'aide à la décision, comme PrioRéno, je ne sais pas si vous connaissez. On fait aussi des crédits d'ingénierie. On peut aussi intervenir en tiers financement via les marchés globaux de performance énergétique à paiement différé. Donc voilà, c'était un petit extrait de ce qu'on peut faire pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas, si vous avez un projet de rénovation, on essaiera d'y répondre. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Merci beaucoup Solène pour la clarté, la brièveté du propos. Je me tourne pour terminer ce blog vers Valérie à NCT pour voir un petit peu ce qu'on peut aller mobiliser du côté des fonds structurels que j'imagine un certain nombre d'entre vous connaissent déjà. Et après on prendra quelques questions avant de terminer. Valérie, c'est à toi. Vous m'entendez? Oui. Super, merci. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème de micro. En quelques minutes, je vais être aujourd'hui la voix des régions françaises qui gèrent de l'argent européen au plus proche de vous sur les territoires via un fonds qu'on appelle le FEDER. Je vais vous parler un petit peu de rénovation des bâtiments. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le diaporama défile bien? Ça défile. Et de cette enveloppe de 280 millions d'euros que les régions françaises ont consacré et souhaitent dépenser jusqu'à 2027 vers la rénovation énergétique des bâtiments publics. Sur 18 régions françaises, on en a 15 qui ont prévu de mettre plusieurs millions d'euros dessus. En tête, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, La Réunion, Pays de la Loire, PACA, pour ne citer que. Bref, un bon nombre de ces fonds vont passer par les collectivités, les communes, les regroupements de communes, les départements, les régions.
voilà, pour un certain nombre de projets qu'on va regarder un petit peu plus en détail. Les types de projets, grosso modo, ça va être de la rénovation énergétique de bâtiments publics pour répondre à toutes les exigences réglementaires qui nous ont été présentées en début de réunion. Ces fonds européens sur votre territoire vont aussi permettre de financer de la rénovation énergétique de bâtiments publics d'enseignement. Il y a eu beaucoup d'argent ces dernières années sur du collège, du lycée, et voire même des universités et de l'enseignement supérieur, des écoles d'infirmiers, des choses comme ça. Et bref, en tout cas, vous avez un lien hypertexte dans cette page de diaporama qui vous permettra d'avoir accès à ce que votre région veut financer en termes de rénovation énergétique des bâtiments publics. Vous verrez en effet si votre région consacre une partie de son enveloppe européenne vers les projets qu'on balaye aujourd'hui. Mais pour vous donner quelques exemples, on a parlé beaucoup de gros projets. Là, on va partir de plus petits projets pour vous dire que sur les années passées, les années dernières, nous, les régions françaises, avec les fonds européens et le FEDER, ont pu financer des tout petits projets, des projets, là en l'occurrence, de 50 000 euros, où le FEDER a pu être mobilisé à hauteur de 6 000 euros sur voilà, la réhabilitation de logements communaux dans le Puy-de-Dôme. Projet un petit peu plus grande envergure, projet au coût total de 30 000 euros, où le FEDER, en l'occurrence la région Occitanie, est intervenu à hauteur de 12 000 euros pour un projet de chaufferie automatisée pour une école dans le Gard, pour donc une chaufferie bois énergie. Un tout petit peu plus gros en voilure de projet sur un projet qui était un peu au-delà des 150 000 euros. On a toujours la région Occitanie dans le Tarn qui a mobilisé une enveloppe d'à peu près 60 000 euros pour une rénovation énergétique d'un château qui appartenait à une commune en vue de créer des salles de classe à l'intérieur de ce bâtiment historique. On monte toujours un petit peu plus en termes de volume financier. Là, je voulais vous mettre en avant un lieu d'enseignement plutôt type collège. Donc, des fonds européens qui ont transité par le département, qui était demandeur et qui réalisait le projet de rénovation énergétique au sein d'un collège dans le Bas-Rhin sur un projet à un petit peu plus d'1 million d'euros. Le FEDER a été mobilisé très fortement ici avec une prise en compte par une subvention de l'Europe à hauteur de 800 000 euros. Grand Est, ils ont fait énormément de projets de la sorte. Vous verrez, je vous ai mis un lien vers tous les projets qui ont été financés par des fonds européens. Donc, vous n'avez qu'à taper un mot-clé, lycée, collège, rénovation, bâtiment public. Vous aurez accès à tout ça. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que Grand Est a mis beaucoup d'argent dans les années passées et va le faire dans les années à venir sur des projets collège, lycée et de la rénovation énergétique. On a aussi des EHPAD, là en l'occurrence la commune de Porto Vecchio en Corse, qui a réussi à mobiliser un petit peu plus de 2 millions d'euros de FEDER sur un projet avec une voilure totale à 3 millions d'euros pour de la rénovation énergétique pour des EHPAD. Voilà, donc sur des projets qui peuvent être assez différents, il n'y a pas que des lieux d'enseignement. C'est en ça que je voulais mettre un focus sur ce projet. Comment mobiliser ces fonds ? Très simplement, vous avez une page à l'écran. Vous pouvez directement écrire à l'adresse générique, présenter votre projet, dire sur votre commune, voilà, où est-ce que vous en êtes, etc. Vous pourrez éventuellement avoir un accompagnement de la région pour déposer votre projet, pour le maturer un petit peu sur les aspects financiers, etc. Trouver d'autres cofinanceurs. Là, on en a vu. Il peut y avoir des interventions avec la Banque des Territoires, notamment pour des projets de petite envergure. Donc, soit écrivez directement à la région via les liens hypertextes sur cette page, ou consultez directement le site des régions où vous aurez les appels à projets, un peu plus d'informations sur les orientations de votre région et de votre territoire en matière de rénovation énergétique dans les bâtiments. Et je vois qu'il est 15h31, alors je vais m'arrêter là. Merci Valérie, bravo pour ce timing.
On arrive au bout du temps qu'on avait consacré à ce sujet. On a des questions dans le chat, ça s'est un petit peu animé. Un certain nombre de questions ont déjà vu une réponse, mais Edita va quand même en prendre quelques-unes pour ceux d'entre vous qui ne suivent pas le chat de très près. Et puis pour le reste, encore une fois, on s'efforcera de répondre par écrit par la suite. Oui, on avait notamment une question sur le dispositif Elena, si Elena peut accompagner une collectivité pour la rénovation de collèges et plus largement d'écoles, d'établissements scolaires. Donc oui, c'est possible. J'ai répondu également dans le chat et on essaiera de trouver des exemples de ce qui a déjà été fait pour vous l'envoyer pour inspiration. Et puis il y avait une question également dans le cadre d'Elena, s'il y a des surfaces minimales pour être accompagné par ce dispositif. Et donc non, pas de surface minimale, mais il y a bien des montants qu'il faut respecter, comme Adrien l'a évoqué au début. Et puis une question pour Valérie plutôt, enfin plutôt deux questions. Une question c'était d'ordre plus général, si une collectivité finance un projet avec des instruments financiers, est-ce que cela empêche de recourir également au FEDER ou à d'autres types de subventions? Et une autre question, c'était si tu pouvais confirmer si les SDIS sont bien éligibles dans le cadre du FEDER. Pas de contre-indication sur les SDIS. Il y avait également une question dans le chat sur les ombrières et les panneaux photovoltaïques. Oui, tout à fait possible d'être financé. Plusieurs exemples dans le département de l'Hérault, en Martinique, mais aussi dans le Rhône avec le syndicat du département d'énergie du Rhône, qui a eu pas mal de financements photovoltaïques pour mettre sur des bâtiments communaux. C'est une question de la mairie de Montceau-les-Mines dans le chat. Le cumul entre fonds structurels FEDER et instruments financiers, il faut juste être sûr que l'instrument financier que vous allez mobiliser n'est pas en fait de fonds européens pour éviter en fait le double financement que l'euro européen finance 2 fois la même dépense. Donc il faut juste s'assurer de la provenance des fonds. Voilà, mais en général, les régions ont l'habitude de ce type de montage et elles arrivent à déverrouiller ce type de problématique lors de l'instruction des projets. Merci, c'était très clair. On va s'arrêter là pour respecter à peu près le temps. Encore une fois, vous aurez le lien vers les documents qui ont été présentés, un replay si vous avez vraiment adoré et que vous voulez tout regarder un coup, et la réponse aux questions. Un grand merci à tous les intervenants, nos collègues de Bruxelles et bien sûr Solène et Valérie. On espère que ça vous a été utile un peu pour avoir un panorama des obligations qui sont là et vont finalement arriver un petit peu sur vos têtes respectives pour anticiper tout ce qui va se passer en 2025-2026 et puis à très court terme commencer à préparer des projets concrets sur vos territoires avec l'aide de l'Europe. Un grand merci et bonne fin de journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, bon après-midi.